Salut la team, ici Yann Darwin, tu es sur la chaîne des finances et de l'investissement mais pas chiant. Aujourd'hui le but du jeu c'est de faire un point macro comme on le fait de plus en plus et d'ailleurs dis-moi dans les commentaires si ça t'aide. Le but c'est de faire un point de marché pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui fait les mouvements et surtout qu'est-ce qui va arriver après. Et comme d'habitude on va faire le tour des actifs, principalement actions, crypto. Et tu vas voir que le narratif a beaucoup évolué par rapport à la fois précédente. Je pense que ce point macro, peut-être qu'on va le faire toutes les semaines ou toutes les maximum de semaines, suivant quand ça demande. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu peux aussi placer le mot intestin et péter la gueule du pouce bleu de façon toujours impaire. C'est important pour aider cette chaîne. Alors, le narratif actuel sur le marché. Qu'est-ce que c'est en ce moment? De quoi on cause? Alors, premièrement, inflation. Et on va voir que sur l'inflation, je vais te donner des moyens de la suivre, des moyens de savoir si elle va continuer ou pas continuer pour éventuellement être capable d'anticiper. Et je pense notamment aux gens qui font plutôt du court terme. Pour les long-termistes, ça va également être intéressant de savoir à quelle sauce on va être mangé et à quelle vitesse le marché peut repartir à la hausse. Puisqu'on arrive dans un bear market bien installé, même si on est en train de flirter avec les niveaux de bear et qu'on n'est pas tout à fait dans la définition, puis on rebondit, puis on y retourne, etc. On peut dire qu'en ce moment, c'est compliqué. En deux, on a en ce moment la Chine. Et la Chine, on va pas mal en parler et on va faire le point sur pourquoi elle nous emmerde et pourquoi elle a des effets si importants sur l'économie en ce moment et surtout comment le suivre et comment l'anticiper. En 3, on va avoir la fameuse récession et surtout tous les schémas de peur et tous les scénarios de peur autour de la récession. Ce qu'on va faire et ce qu'on cherche à faire toujours, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de timer, c'est pas de dire il va y avoir moins 0,3% de croissance du PIB ou peu importe. On s'en fout un petit peu, en tout cas en tant qu'investisseur, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que le marché pense et si possible d'anticiper le prochain move du marché. Si le marché pense qu'il va y avoir une récession, bottom line à la fin, qu'il y ait une récession ou pas de récession, si on l'a anticipé, on est plutôt bon. Et forcément, on peut prendre des actions en conséquence, qu'on soit long-termiste ou court-termiste. Donc, finalement, c'est ça qui nous intéresse. Ça n'est pas d'avoir raison sur un chiffre, sur un but précis, sur faire une prédiction de Madame Irma à tel jour, à telle heure, le S&P 500 sera à temps. C'est absolument pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement de suivre le courant, de ne pas pisser contre le vent et d'être capable de suivre la rivière. En 4, on va parler de la Fed et notamment de la demande, du choc de demande et tout ce qui se passe autour de tout ça. On va parler des marges et on va parler des retailers et on va parler de pourquoi le marché baisse autant. Et en 5, on va voir où trouver de la perf à l'heure d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on va pour trouver de la perf, comment trouver de la perf, quelles sont les possibilités. Et puis en bonus, comme d'hab, je vais te donner ce qui va se passer ensuite et également mon positionnement par rapport à toutes les classes d'actifs, que ce soit actions, crypto, etc., etc. Voilà le programme du jour. On a pas mal de choses à voir ensemble, donc c'est parti. On a une petite demi-heure devant nous. On va faire simple, concis. T'as vu qu'on ne parle pas de la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre aujourd'hui n'a plus aucun effet sur les marchés, en tout cas pas significatif. Les marchés sont complètement passés à autre chose. Pourquoi? Parce que tout simplement les choses sont pricées. Il y a bien sûr des secteurs qui connaissent des disruptions. Je pense aux matières premières, je pense aux énergies, je pense à certaines branches de la food. Et surtout des matières premières autour de ça. Je pense au blé, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc oui, il se passe des choses, oui, il y a des impacts, mais au quotidien, il n'y a plus de narratif autour de la guerre est pricée, on est passé à autre chose, on est toujours en train de voir ce qui va se passer ensuite. Ça n'est pas parce que tout de suite maintenant il n'y a pas d'impact qu'il n'y en aura pas plus tard. Si forcément il y a une escalade nucléaire, il y aura des impacts. Si forcément il y a un cessez-le-feu, il y aura des impacts. Si Vladimir Poutine est assassiné par son gouvernement, il y aura des... Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Il y aura des impacts. Donc voilà. Il faut savoir que on fait des photos à l'instant T. Hein. On ne peut pas aller dans le futur, dans le présent, blablabla. Bref, allez, c'est parti. Inflation. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment être leading sur l'inflation. Parce qu'on est d'accord, il y a de l'inflation, on est d'accord, les économistes nous rabâchent les oreilles, on est d'accord, la Fed, la BCE, etc. D'ailleurs, il y a un petit graphe marrant que je voulais te montrer juste avant de commencer, c'est celui-là. Là, on voit les projections des économistes américains
et du Bureau of Labor Statistics, qui est quand même quelque chose d'assez gros et en place là-bas, qui est suivi par beaucoup de gens, et notamment tous les investisseurs et Wall Street, etc., qui, en blanc, donc on a la courbe de l'inflation actuelle, et puis en bleu, puis rouge, puis violet, puis jaune, puis cyan, puis orange, on a les projections. Et puis à chaque fois, ils se trompent, puisqu'ils disent que l'inflation va baisser rapidement. Et donc, ils font une nouvelle projection, puis une nouvelle projection, puis une nouvelle projection, puis une nouvelle projection. Comme ça, on peut aller très loin. Donc, il est évident que même si des gens qui sont payés pour faire ça toute la journée et sont très intelligents ne sont pas capables de prédire l'inflation, c'est que c'est un exercice difficile. Bon, il y a également des jeux politiques qui rentrent là-dedans, puisqu'il y a énormément de forces politiques en place aux États-Unis, notamment au niveau de la Fed et dans tous ces bureaux, dans toutes ces agences gouvernementales. Mais bref, il est quand même possible de savoir, pas où on va aller, pas le chiffre à l'instant T, mais est-ce qu'on va plutôt vers un ralentissement là, maintenant, tout de suite ou pas. Les leading indicators donc les indicateurs leaders sur l'inflation, on va se les voir maintenant. Alors, on pourrait regarder finalement toutes les matières premières. Pourquoi? Ça se comprend très bien. Comment fonctionne l'inflation? Si on découpe tout de façon très simple, comment fonctionne l'inflation? Au début, il y a peut-être un choc soit d'offres il y a moins d'offres, l'offre baisse. Typiquement, c'est le cas coronavirus. On ferme l'économie, les entreprises ne produisent plus, donc moins d'offres, mais les gens veulent quand même acheter. Et donc, forcément, les prix augmentent. Premier effet. Première possibilité mécanique. Possibilité inverse. L'offre ne bouge pas trop, mais il y a énormément de demandes. Ça, c'était la thèse, et c'est ce qui s'est passé après la réouverture des confinements. Les gens sortent de chez eux, ils demandent énormément à consommer parce qu'ils ont plein d'argent, ils ont épargné, mais en face, l'offre, elle ne peut pas trop s'adapter, ou en tout cas, elle fait en sorte. Mais elle est toujours en retard, donc plus de demandes que d'offres. Cette fois-ci, c'est l'inverse, mais ça conduit également à l'inflation. Donc on a vécu les deux finalement avec le coronavirus. C'est ça qui a kickstarté, qui a mis la petite mèche à cette inflation. Et on a également un autre effet qui va être un espèce d'effet accordéon. C'est-à-dire que ça peut être lancé par l'offre et la demande, mais ensuite ça va se diffuser un petit peu dans tous les pans de l'économie, jusqu'aux matières premières. Pourquoi? Parce que quand j'ai besoin de produire plus, j'ai besoin de plus de matières premières. Mes fournisseurs, du coup, peut-être qu'eux-mêmes se fournissent ailleurs, ils ont des difficultés, etc. Bref, ça conduit à faire monter les matières premières. Quand les matières premières montent, il y a un espèce d'effet de spirale infernale. Pourquoi? Si les matières premières montent, tous les producteurs qui utilisent ces matières premières, qui produisent de la bouffe, qui produisent de l'industrie, qui produisent des machines, qui produisent des semi-conducteurs, qui produisent des ordinateurs, qui produisent n'importe quoi, tout ce qui se produit, tout ce qui se manufacture, tous ces gens-là, leur coût augmente, puisque leur matière première augmente. Donc si leur coût augmente, au début, ils vont pouvoir contracter un petit peu leur marge et dire on fait le dos rond, on va gagner un petit peu moins, on va marger un petit peu moins, mais on va faire en sorte. Et après, ils vont devoir faire ce qu'on appelle passer l'inflation au consommateur. C'est-à-dire que les marges se contractent tellement que c'est pas non plus l'abbé Pierre, ils sont là aussi pour faire de l'argent, donc ils vont augmenter les prix, passer le coût au consommateur de ces augmentations de matières premières. Mais le consommateur du producteur, de l'industriel, c'est pas le client final. Ça va être peut-être le grossiste. Et le grossiste, il va se passer la même chose. Ses coûts vont augmenter, ses marges vont diminuer, il va passer ça à son consommateur. Son consommateur, ça va peut-être être un distributeur national, qui va passer ça à un distributeur local, qui va passer ça finalement au petit magasin et au consommateur. Donc toute cette supply chain finalement va se passer les augmentations de prix. C'est aussi pour ça que l'inflation met du temps à se mettre en place et accélère, et il va y avoir une inertie dans les deux sens en fait, dans l'accélération et dans le ralentissement de l'inflation. Donc regardez les matières premières, c'est un bon leading indicator pour savoir justement ce qui va se passer demain. Si les matières premières arrivent à baisser, on va pouvoir passer des baisses de prix, puis passer des baisses de prix, puis passer des baisses de prix, ainsi de suite, tu as compris l'idée. Donc, on a ici le pétrole, le Brent, donc non, voilà, on est quasiment au plus haut historique, on a un graphique très long terme ici, donc pas de baisse de prix en vue pour le moment. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? On a le cuivre ici, pareil, quasiment le plus haut historique, pas de baisse de prix pour le moment. On a le minerai de fer qui est pas au plus haut historique, mais qui est toujours très haut, avec des baisses qui commencent à se faire. Donc là, on a sélectionné pourquoi le pétrole, le fer, le cuivre, parce qu'on est sur des métaux très industriels pour les deux derniers, et on est sur le pétrole qui va être utilisé par énormément d'industries également. Je pense à tous les industriels, je pense à toute l'industrie lourde, je pense également aux compagnies aériennes, etc., à tout le transport. J'ai pris aussi le lithium,
parce que c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment et on va en reparler un petit peu plus loin. Donc pareil, on voit qu'on est très très haut et il n'y a pas de phase, il n'y a pas d'émergence pour l'instant de baisse. Donc ce qui se passe, c'est que c'est compliqué. Quand on commence à regarder également le blé, alors le blé, il y a eu un effet explosion des prix à cause de la guerre, qui en effet maintenant s'est calmé, mais bon, ça reste très haut, puisque le blé, forcément, en Russie, producteur de blé, embargo sur les exportations russes, et Ukraine, producteur de blé, le pays est à feu et à sang, donc c'est compliqué. Mais quand on regarde également les autres commodités et tous les prix de la nourriture, et vraiment de la matière première pour fabriquer ensuite des produits transformés, tous les prix sont très hauts, avec assez peu, voire quasiment pas, de perspectives de top. On attend de voir un pic, on attend de voir un top se former. Donc ça nous donne pas trop l'impression que l'inflation va se calmer tout de suite. Okay, c'est ce qui fait peur au marché, c'est pour ça que le marché a déleveragé, on l'a vu dans le précédent point macro, puisque plus il y a d'inflation, plus la Fed, on va en parler après, va devoir augmenter les taux, plus la Fed augmente les taux, plus elle va casser la demande. Le but de la Fed, elle n'a pas d'effet sur l'offre, la Fed. Elle ne peut rien faire pour l'offre. Elle peut uniquement faire mal à la demande, et c'est ce qu'elle fait. On a autre chose que je voulais te montrer, c'est les salaires. Pourquoi je veux te parler des salaires, et notamment les salaires US? Parce que une fois que l'inflation est partout, ok, faut comprendre que l'inflation, quand elle se diffuse partout, et dans les prix, mais également dans les salaires. Pourquoi? Parce que les gens commencent à être payés moins, enfin ils sont payés toujours pareil au début, mais vu que tout augmente, ils ont un pouvoir d'achat qui se contracte, mais le marché de l'emploi tourne encore plutôt pas mal, donc ils peuvent changer de boulot, ou ils peuvent négocier des augmentations, ou ils peuvent, quand ils ont un entretien d'embauche, avoir des prétentions salariales un petit peu supérieures. Ça se traduit dans quoi? Ça se traduit dans les salaires moyens, qui sont ici, qui, pareil, n'ont jamais été aussi hauts, qui sont à leur plus haut historique, qui ont surtout, c'est le rate of change qui est absolument dingue. Ce que regardent beaucoup les marchés, c'est pas uniquement la valeur absolue à l'instant T, c'est surtout la vitesse du changement. La vitesse du changement, là, c'est faite de façon absolument importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires augmentent aux États-Unis. Pourquoi les salaires augmentent? Parce que tout simplement, il y a de la concurrence, il y a un manque, pour le coup, il y a un manque d'offres. Il y a peu de... le marché du travail est difficile, notamment dans les petits postes. Je pense aux serveurs, je pense à tous les services, les vendeurs, etc. Donc les salaires augmentent. C'est normalement une bonne nouvelle. En tant que particulier, on se dit les salaires augmentent, c'est cool, ça va faire tourner l'économie. Alors, c'est vrai, mais au niveau de l'inflation, c'est le contraire. C'est-à-dire que on dit que l'inflation colle plus quand elle arrive dans les salaires. Pourquoi? Ok, les prix augmentent. Les salaires augmentent, du coup les gens retrouvent du pouvoir d'achat. S'ils retrouvent du pouvoir d'achat, en effet, ils consomment. Ça relance un petit peu la consommation, certes. Mais s'ils consomment, ils maintiennent les prix. Puisque les producteurs qui, eux, sont en galère, les vendeurs, les entreprises qui, elles, sont en galère, parce que je rappelle que les matières premières ont augmenté et les marchés sont contractés, elles ont passé des augmentations de prix aux consommateurs. Elles voient une augmentation de la demande, puisque les salaires des gens, les gens retrouvent un peu de pouvoir d'achat, donc ils ne sont pas enclins à baisser leurs prix. Ils ne sont pas enclins à se recalmer. Ils sont plutôt même dans le sens, on va continuer à augmenter puisque les gens, on a augmenté les prix, il y a plus de demandes, mets-toi à leur place. Donc ils continuent d'augmenter les prix. Donc quand l'inflation vient dans les salaires, elle colle un petit peu plus. Donc on surveille également les salaires pour voir ce qui se passe, quoi. Plus les salaires augmentent, plus l'inflation risque de coller et plus, tu as vu ce que je t'ai montré ici, plus ces projections vont être ratées, puis ratées, puis ratées, et puis on va aller plus loin et on va faire une nouvelle courbe, et une nouvelle courbe, et une nouvelle courbe. Donc on surveille ça, très bon indicateur, leading indicator sur l'inflation. On a également bien sûr les annonces de taux, on le sait, on ne va pas refaire l'histoire, les taux ont déjà commencé à monter, les voici, les voilà, oui les voilà. Donc bon, alors c'est pas grand chose sur un graphique long terme, mais si on vient plus court terme, les taux ont commencé à augmenter et voici l'augmentation prévue des taux, qui est le fameux dot plot de la Fed. Un point jaune égale un vote d'un des membres du FOMC. Là où il y a le plus de points, globalement, c'est à peu près là où ils vont s'accorder. Donc de fin 2022, on s'accorde à être vers les 2%, puis 2,60, 2,70, puis 2,60, 2,70, puis une rebaisse. Par contre, ça, il faut savoir que ça bouge tout le temps. Et 1, ça bouge, et 2, il y a des surprises, et 3, ils adaptent ça, puisqu'ils font une réunion chaque mois, ils adaptent ça par rapport aux effets que vont avoir leurs actions sur l'économie. Si
Là, a priori, sur les 2 prochains mois, ils vont encore augmenter 0,5 et 0,5. Ça va nous emmener à 1 et quelques, 1,80, quasiment à 2, quasiment ici. S'il ne se passe rien pendant encore 1 mois, 2 mois, ils vont continuer d'augmenter. Si on voit l'inflation qui fait son pic et qui redescend, peut-être qu'ils vont même très rapidement baisser. Ok. Donc ça, c'est la première chose, première action de la Fed. Deuxième action, c'est ce qu'on appelle le QT, le Quantitative Tightening, qui est l'inverse du Quantitative Easing. En français, on avait l'assouplissement quantitatif. Maintenant, on a l'inverse de l'assouplissement quantitatif, donc le QT. C'est quoi? Tout simplement, c'est qu'on arrête d'injecter de l'argent dans l'économie. La Fed achetait énormément d'actifs, et notamment des obligations, et des obligations d'État, pour injecter de l'argent dans l'économie. C'est comme ça qu'on imprime de l'argent. Ils vont arrêter. Ils vont laisser expirer tout ça à partir du 1er juin. Donc forcément, moins d'argent dans l'économie, beaucoup moins d'argent dans l'économie, baisse des marchés, moins de liquidité, moins de vélocité et baisse de l'inflation, théoriquement. On voit que la baisse des marchés, c'est déjà faite. Pourquoi? Parce que les marchés ont anticipé tout ça. Tout ce qu'on dit depuis le début a été anticipé depuis déjà 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je dirais, pour les plus en avance. Et c'est pour ça qu'on a connu un top, puis une première baisse. La première baisse des techs en début d'année, décembre, janvier, c'est un top des techs, mais on n'est pas encore sur le deleveraging. Le deleveraging, il arrive là dans les 2-3 semaines qu'on vient de connaître. C'est-à-dire que les premiers acteurs commencent à voir le scénario dont on est en train de parler maintenant, les plus malins, qui anticipent le plus, qui ont juste sur leur projection. Et ensuite, de plus en plus de gens sautent dans le wagon et on deleverage, parce qu'on veut descendre le risque. Jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus qui est le consensus macro d'aujourd'hui, celui dont on parle, puisqu'on fait un point à l'instant T maintenant, on parlera du futur après, où en effet, maintenant tout le monde est d'accord, tout le monde a bien déleveragé, et puis tu as vu, on est en train de latéraliser un peu, on se demande où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va continuer à baisser? Et ça, on va le savoir avec les prochaines projections de l'inflation, les prochains meetings du FOMC, etc. Je te donne les dates en fin de vidéo. Ou est-ce qu'on va à la cave, ou est-ce qu'on fait un rebond? Tout est possible. Donc ça, voilà pour le point 1. On va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Le point 2, la Chine. Alors qu'est-ce qui se passe en Chine? On a deux éléments importants qui nous emmerdent. Le premier, c'est que la Chine est en lockdown tous les 4 matins. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un cas de coronavirus, ils foutent tout le monde en prison, ils ferment tout. Donc ici, globalement, on regroupe tous les indicateurs qui nous permettent de se rendre compte de la production en Chine, production industrielle, les temps de livraison, etc., etc. On en fait un dashboard. En gros, plus c'est vert, plus ça s'améliore, plus c'est rouge, plus ça se contracte. Et puis on a les dates, tac, 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 tac. Là, tu vois, les derniers, on arrive avril-mai. Donc, on va pas vers le vert, on va plutôt vers le rouge, ou alors, suivant les indicateurs, ça va stagner. Donc, pour l'instant, on ne voit pas d'amélioration sur la supply chain, sur les temps de livraison, sur l'ouverture du pays. Globalement, en Chine, on est plutôt fermé. La question, c'est pas de se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ferment? Est-ce qu'ils sont vraiment comme des fous avec le Covid, ou est-ce qu'ils veulent faire mal à l'économie américaine ou globalement à l'Ouest? C'est tout un débat et finalement, on s'en fout. Est-ce que c'est un jeu géopolitique ou pas? C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les effets sur les marchés. Les effets sur les marchés, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il n'attend qu'une seule chose. Et on l'a vu hier encore avec les résultats de Nvidia, qui se fait punir par le marché. Vous allez voir aujourd'hui à l'ouverture, Nvidia va faire entre -5 et -10, suivant comment ça va se stabiliser le pré-open, parce que les résultats baissent. Et les résultats baissent à cause de problèmes d'approvisionnement de la supply chain. Et pour l'exemple de Nvidia également, la baisse des cryptos, beaucoup moins de mineurs, beaucoup moins de demandes de cartes graphiques. Parenthèse fermée. Toujours est-il que la Chine impacte énormément l'économie. Et je pourrais citer plein d'autres résultats d'entreprises qui ont été impactés par la Chine, par la fermeture de son économie et la fermeture de ses exports. Et je pense notamment à toutes les industries qui vont utiliser des semi-conducteurs, qui vont utiliser des choses qui sont produites en Chine. Je pense à l'industrie manufacturière également qui va choper de la matière première en Chine, gros exportateur de matières premières, ou également des produits finis ou semi-finis, notamment l'industrie textile, etc. Donc, tous ces gens-là ont du mal, toutes ces entreprises ont du mal à se faire livrer, ont du mal à commander. Il y a des usines qui sont complètement fermées, on ferme les productions, on doit délocaliser, relocaliser. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Déjà, elles perdent des ventes, parce que forcément, il manque d'huile dans les rouages, donc elles perdent des ventes. Et surtout, elles perdent des marges. Parce que, toujours pareil, un problème d'offre, il y a 5 usines fermées, il n'en reste qu'une ouverte, c'est un petit peu les enchères, c'est qui va le payer le plus.
Et en plus, il y a un deuxième effet délétère qu'il faut surveiller, c'est les stocks des entreprises. On les surveille notamment, on va en parler un petit peu plus loin, on peut en parler maintenant. Les retailers, je prends l'exemple d'un magasin qui vend des chaussures. Si je vends des chaussures, j'ai besoin de stock. Si j'ai tous les 4 matins, mes chaussures elles viennent de Chine et j'ai plus de stock et je dois fermer le magasin, ça marche pas, je peux pas faire tourner. Donc j'ai besoin de stock. Quand la Chine est fermée, quand j'ai des difficultés d'approvisionnement, qu'est-ce que je fais? Je stocke plus. Okay, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les bilans, enfin dans beaucoup de bilans d'entreprises qui ont reporté à ce jour, les majeurs l'ont déjà fait, des stocks qui augmentent. Okay. Si je stocke plus, qu'est-ce qui se passe? Deux effets. Un, mes coûts augmentent parce que supply chain, frais logistiques, frais de stockage, chauffage, climatisation, hangar, les loyers, la main-d'œuvre, la totale. Okay. Donc mes coûts généraux augmentent avec mon stock. Donc ça diminue ma marge. Et deux, le stock, il n'a pas la même valeur dans le temps. Il y a une time value sur un stock. C'est-à-dire qu'on garde l'exemple du vendeur de chaussures, on a la nouvelle collection qui arrive. Et j'avais stocké de l'ancienne collection, je ne l'ai pas vendue. Et il faut que je la déstocke. Donc il faut que je la vende à perte potentiellement, ou en tout cas que je fasse des promos, que je fasse des flash sales, que je fasse des soldes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ma marge diminue encore. Donc plus on stocke, dans ce contexte économique actuel, et plus on contracte les marges. C'est pour ça que le marché, aujourd'hui, fait extrêmement attention au niveau de stock chez les retailers, et dès qu'un retailer annonce que les stocks sont super importants, beaucoup plus importants, etc., le marché fait gaffe à ça et peut punir ça. C'est pas le seul, bien sûr, critère. Même Apple a augmenté énormément ses stocks. Je suis beaucoup Apple en ce moment parce que je suis en position en trading dessus. Les stocks ont augmenté de plus de 60% par rapport à l'an dernier. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas avoir le problème habituel de il n'y a pas assez d'iPhone au moment de la sortie de l'iPhone, qui va sûrement encore arriver. Donc, le marché aujourd'hui regarde énormément la Chine, et en termes de magnitude, ça se joue vraiment top 1, quoi. On a l'inflation, on a la Chine, c'est vraiment les deux éléments que le marché regarde aujourd'hui. Dès qu'on va avoir l'ombre d'un indicateur qui s'améliore, que ce soit la Fed qui laisse entendre que peut-être ça va mieux que prévu, les matières premières qui commencent tout un petit peu à baisser, qui sont leading, ou alors les chiffres de l'inflation le mois prochain qui commencent peut-être à faire tout doucement, clic. La Chine qui laisse entendre que le nombre de cas Covid qui baisse, etc. Juste ça, c'est vraiment ce qu'attend le marché aujourd'hui, maintenant. Attention, à l'inverse, si la Chine réouvre et que tout le monde price l'ouverture et que la Chine referme parce qu'il y a 3 cas de Covid, c'est aussi des choses à suivre. C'est pas dit qu'ils vont pas s'amuser à faire ça. Donc, tout ça, c'est toujours en mouvement. C'est toujours l'important, c'est pas d'essayer de figer une vue dans un fichier Excel bien joli avec un scénario et j'attends qu'il se déroule. C'est de le mettre à jour en fonction des mouvements. Mais c'est vraiment ces deux choses qui se passent bien plus que la guerre, bien plus que tout le reste aujourd'hui, maintenant sur le marché. Si on va sur le point 3, continuons ensemble. On a la partie récession et peur. En effet, on a des indicateurs leaders également qui commencent à montrer des signes. Alors, pas de récession encore. On est encore dans la croissance, mais disons que la croissance tend vers zéro. Ce qu'aime le marché, c'est ça. Notamment sur tous les indicateurs leaders, je vais penser à tous les sondages qui sont faits auprès des consommateurs aux États-Unis, etc. Ce que veut voir le marché, c'est un rate of change qui augmente. Okay, si tous mes points de contrôle sont là, on voit qu'à chaque fois, ce n'est pas une courbe linéaire. À chaque fois, j'ai une cassure, j'ai une augmentation. Alors, c'est dur à dessiner, mais tu comprends l'idée. J'ai une augmentation de 2%, puis 3, puis 6, puis 8, etc. etc. Ce qu'aime voir le marché, c'est une accélération, tout simplement. Il aime moyen voir une entreprise qui fait plus de 10% tous les ans, tous les quarters. Plus 10, plus 10, plus 10. Il aime, bien sûr, mais il préfère plus 10, plus 11, plus 13, plus 16. Là, on va voir l'argent qui va rentrer très fort sur le stock et on va voir des stocks qui, on ne comprend pas pourquoi ils sont paraboliques. Il suffit de lire les bilans et puis on se rend compte de pourquoi ils sont paraboliques. Parce qu'ils chient de l'argent, tout simplement. Je rappelle que le fondamental et le macro lead le technique. Le technique seul ne veut rien dire. Tracer des traits magiques, des Shimoku, des retracements de Fibo mes couilles fonctionne uniquement en suivi de tendance et ça devrait être 5%, même pas du travail de l'investisseur. Les indicateurs techniques sont en retard. Si on veut être en avance, si on veut leader ou au moins on time, on doit regarder le fondamental. Okay, une entreprise peut être dans un magnifique canal haussier.
Si elle publie des résultats merdiques, ça va casser, c'est sûr, par le bas. Et tout le monde va partir en courant, parce que les investisseurs sérieux, et notamment tous les professionnels, les institutionnels, qui sont pour la plupart, qui sont malheureusement aujourd'hui, et je me bats contre ça, c'est tout le principe de cette chaîne, un peu les seules personnes sérieuses sur le marché, 98% des particuliers font n'importe quoi, et bien forcément, ils prennent leurs jambes à leur cou, et ceux qui sont toujours en retard et qui se prennent toujours les portes de saloon et qui sont toujours dans le mauvais sens, c'est le particulier qui fait des traits magiques, etc. Je vais reprendre l'exemple de Terra Luna, là, on a tous connu, on a tous compris, je vais pas refaire l'histoire, ça s'est pété la gueule, le dépeg du stablecoin, etc. C'est du fondamental, ok? J'aurais pu faire des analyses techniques de Terra avant que ça pète. Je ne sais pas où en était le stock, enfin où en était la crypto, etc. On aurait pu faire des retracements, dire oui, on a clôturé la MM, machin, la bougie weekly, daily. Ça empêche que quand il y a eu l'événement fondamental, le truc se pète la gueule à zéro. Le fondamental lead le technique, ok? Il faut bien le comprendre. Donc ce que veulent voir les analystes, ce que veulent voir les investisseurs, c'est une accélération et pas une contraction. Enfin, pas un ralentissement de l'accélération. Là, ce qu'on voit, c'est un ralentissement de l'accélération avec la plupart des indicateurs qui reviennent sur leur... pour la plupart, je pense à l'UMCSI, etc. Je pense au Manufacturing PMI, au NMI. On est à 50. Là, on va être... Voilà, on était monté 50, 60, 70, machin. C'était super, tout était beau, tout était rose. Et pour certains de ces indicateurs, on arrive vers ce niveau d'équilibre de 50, qui est toujours de la croissance, mais en dessous de 50, ça devient de la contraction. Donc on croît toujours, mais on croît beaucoup moins vite et on arrive tout doucement vers la potentielle contraction. Donc les marchés, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils voient ça? Ils se disent « Ah, ça en fait beaucoup quand même ». L'inflation, la Chine, on sort du coronavirus, boum, l'inflation elle arrive forcément, choc de l'offre, puis choc de la demande. La Chine par-dessus qui ne veut pas passer à autre chose, un morceau de guerre, etc., etc. Tout ça fait qu'en effet, on est allé vers les risk-off. Et on a eu le deleveraging, on en a parlé. Même les différentes agences gouvernementales ont déjà déclaré, bien sûr, des baisses de PIB sur les années qui arrivent, 2022, on passe de 5,7 à 2,7, à 2, à 1,9, etc. Donc c'est déjà connu, c'est déjà pricé. La question, c'est la magnitude. Okay, et est-ce que ça va arriver plus tôt que prévu? C'est ça que le marché également surveille, et c'est un petit peu le jeu récession par récession, etc. Mais la récession, ça n'est qu'un mot. On s'en fout un petit peu, nous, en tant qu'investisseurs. Il va faire du bruit, il va faire peur au marché, mais globalement, quand il va arriver à la télé, quand il va arriver sur BFM, quand il va arriver dans Capital, quand il va arriver sur la presse grand public, ça aurait été déjà pricé depuis 6 mois. C'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que oui, s'il y a une récession dans 6 mois, c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que le deleveraging va continuer encore pendant quelques semaines, quelques mois, etc. Donc, c'est pour ça qu'on surveille ces indicateurs leaders, ok? On n'est pas là pour se taper le bruit qui arrive après. Ensuite, point suivant, la Fed, la demande. Alors rapidement, donc les marges, on en a déjà parlé, youpi, j'ai pris de l'avance. La demande. Powell a déclaré, d'ailleurs, si tu veux être un petit peu sérieux sur tes investissements, notamment si tu fais du trading, les investisseurs long terme peuvent s'en passer, mais si tu fais du trading où tu as quand même besoin d'être au point sur la macro pour choisir tes secteurs correctement, pour pouvoir investir correctement et être pas bon sur le timing, mets-toi à lire les publications. Mets-toi à lire les FOMC minutes qui sont sorties hier, mets-toi à lire les publications des entreprises qui t'intéressent, ou en tout cas les secteurs que tu trades, etc. Parce que tu vas en apprendre beaucoup et tu vas te rendre compte que on fait des liens qui sont faciles après. J'ai un exemple, moi, qui me hante, d'un trade raté. Tu sais, les trades ratés, c'est toujours les pires. Typiquement, début de la guerre, Russe-Ukraine. Qu'est-ce qui aurait été plus simple que d'aller sur le site de l'OCDE ou d'aller sur Google et de taper exportation Ukraine, de regarder quelles sont les exportations majeures du pays et se dire ok, ce pays exporte énormément de blé. Qui exporte d'autre du blé? La Russie, ok. Qui exporte d'autre du blé? Ah ok, ils sont quand même vachement leaders sur le blé dans le monde. Donc là, il y a la guerre maintenant. C'était le trade le plus simple du monde, où short les entreprises qui vont utiliser du blé ou tout le secteur qui va être impacté par le blé. Et je l'ai raté. Parce que, tu vois, de toute façon, on ne peut pas, il y a trop de choses. Mais après, il est tellement simple, il est tellement... Enfin, c'est interdit de rater ça. Donc, plus tu en sais, plus tu en lis et plus tu vas prendre ces réflexes. Là, par exemple, la prochaine fois, je te garantis qu'il y a un début de conflit, mon premier réflexe, ça va être de regarder les importations et les exportations du pays. Donc, ce que je veux dire, c'est que de lire ces publications d'entreprises, de lire les FOMC minutes, de lire un petit peu les publications économiques,
je parle pas du bruit, hein. Je parle pas des médias, je parle des publications économiques, je parle des discours de Powell, etc., permet de se faire son œil et permet de prendre des réflexes. Okay. Qu'est-ce qu'il nous a dit Powell? Il nous a dit on fera ce qu'il faut pour casser la demande, enfin traduit en français pour taper dans la demande, quoi. Pour casser la demande, pour faire mal à la demande. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à l'offre. L'offre, c'est les taux, oui, vont se diffuser, etc., mais ça va se passer dans des mois, dans des années, le temps de, oui, les entreprises vont pouvoir emprunter moins, etc., donc moins d'investissement, mais ça ne va pas se passer tout de suite. Tout de suite maintenant, là où ils peuvent faire mal, c'est la demande. Donc, c'est ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'ils augmentent les taux, qu'ils augmentent rapidement, pour taper dans la demande, pour ralentir l'économie, et pour taper dans l'inflation. Malheureusement, il n'y a pas 50 solutions pour taper dans l'inflation que de ralentir l'économie. Surtout quand les salaires commencent à augmenter, etc. et tout ce qu'on a dit. Donc c'est pour ça qu'ils augmentent vite, qu'ils augmentent fort. Par contre, je pense, et c'est l'avantage de la Fed pour le coup, étant donné qu'elle a la double mission des taux et de l'inflation, donc de l'inflation on va dire, d'être à ce niveau d'inflation neutre, et également le plein emploi, ils sont assez rapides dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'augmenter fort les taux, mais ils sont aussi capables de baisser rapidement, parce que des taux qui restent hauts pendant longtemps va faire mal au marché de l'emploi, pour le coup. Et après, pareil, une fois que ça part, ça part. Donc, il y a une certaine inertie, ils le savent. Donc, je pense qu'ils vont être éventuellement capables de faire un gros décollage jusqu'à 2, 3, 4%. On ne sait pas jusqu'à où l'inflation va continuer à être collante, mais après, d'être capable de redescendre rapidement. Couplé au QT, ça devrait quand même avoir ses effets. Le point suivant, le dernier qu'on a à voir ensemble, c'est où trouver de la perf maintenant tout de suite. Okay, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a fait le point macro de cette semaine et l'environnement actuel, le narratif sur les marchés financiers, où trouver de la perf en tant qu'investisseur. Alors, comme d'habitude, on va avoir plusieurs solutions, sinon ça serait trop simple, tout le monde serait milliardaire. Un, pour les investisseurs court terme. Les investisseurs court terme, alors j'ai envie de te dire, d'être bien balancé au niveau de son portefeuille long-short, c'était une bonne idée. Je dis c'était parce que ça le devient de moins en moins. Pourquoi? Parce que quand on veut vraiment extraire de la surperformance par rapport au marché, on cherche à anticiper. Donc, anticiper le next move, est-ce que ça va continuer à baisser? Est-ce que ça va latéraliser, il va rien se passer? Est-ce que ça va rebondir? C'est plutôt ma priorité maintenant que de shorter comme un fou, ce qui était plutôt ma priorité il y a 2 semaines. Donc, d'être bien balancé, d'avoir des shorts auxquels on croit très solides, d'avoir des longs auxquels on croit très solides, je pense que c'est une bonne idée, de ne pas faire le trader fou, attention au risque, et attention notamment si on a perdu des plumes, le capital, la conservation du capital, c'est important. Si on ne comprend rien au marché, on n'est pas obligé de trader, on peut aussi, tranquille, reculer un petit peu, faire du fondamental, faire de la macro, aller prendre l'air, aller marcher, aller promener le chien et attendre de voir ce qui se passe. Donc, pour les court-termistes, on a la possibilité d'avoir donc un portefeuille bien balancé. Juste actuellement, mon portefeuille doit ressembler à quelque chose comme 60-40. Mes secteurs les plus short sont la tech, encore et toujours, mais je commence à remettre des longues en tech tout doucement. Je vais être également short consumer discretionary, c'est-à-dire les biens de grande consommation. On a vu ce qui s'est passé pour plein d'entreprises dans ce secteur-là. Forcément, les gens, quand leur pouvoir d'achat se contracte, ils ne cherchent pas à aller acheter des trucs dont ils n'ont pas forcément besoin. Est-ce que quand tu as moins d'argent, c'est là que tu vas acheter les dernières Nike? Est-ce que quand tu as moins d'argent, c'est là que tu vas acheter un gadget à la mode, etc. Non, tu vas plutôt justement te rallier vers des produits de première nécessité, les fameux consumer staples, qui sont plutôt ici du côté long actuellement dans mon portefeuille, c'est-à-dire la bouffe, c'est-à-dire des produits d'hygiène, etc. Par contre, on l'a vu, ces fameux consumer staples qui sont censés être un secteur défensif, okay, puisqu'on dit il y a beau avoir une récession, les gens ont beau avoir moins d'argent, il faut toujours du PQ, il faut toujours des cotons-tiges, etc. etc. On a vu pourtant de grands retailers comme Target, comme Walmart, etc., se faire défoncer la semaine dernière. Pourquoi? Très simple, on l'a dit, contraction des marges, difficulté d'approvisionnement et les stocks au plus haut. Voilà, puis réduction de la croissance forcément au milieu de tout ça. Donc le marché, étant dans une peur un petit peu importante en ce moment, un petit peu panique, plus des mauvaises nouvelles, des mauvais résultats, ça deleverage de dingue. Pourquoi on a vu Snap faire la chute de l'année? Parce que tout simplement, on est dans un contexte qu'on connaît, qu'on vient d'expliquer, et les dépenses pub baissent.
les dépenses pub baissent. Pourquoi? Parce que dans un contexte, dans un fin de business cycle, qu'est-ce que les entreprises vont couper en premier? Le marketing, la pub. Qu'est-ce qu'elles vont couper en dernier? La cybersécurité, bien souvent. Donc, d'avoir ce genre de réflexe, ça permet également de pouvoir se positionner. Quand Snap dévisse, ça entraîne Facebook. Pourquoi? Facebook a déjà reporté depuis longtemps et puis on avait déjà pricé une belle baisse, on l'a vu sur Facebook. Pourtant, Snap continue à dévisser. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas bête, il compare. Il se dit, ok, Snap, quelle est la raison de la baisse? Contraction des dépenses pub, donc moins de chiffre d'affaires, donc ça pue la merde. Les entreprises arrêtent de dépenser de la pub, arrêtent de mettre du marketing. Qui d'autre fait à peu près la même chose? Facebook, Google et plein d'autres. Ok, Facebook, c'était comment actuellement? Ah ouais, c'était déjà pas bien. Ok, ça continue. Et ça continue à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir ne pas forcément s'entêter quand on est contre le marché, quand on pisse contre le vent. Je parle encore une fois pour les gens qui font du court terme. Allons faire... Attends, ouais, je te finis la fin de mon portefeuille. Donc, take these staples. Je vais être long sur certaines healthcare, mais attention de très bien les choisir parce qu'en ce moment, healthcare, santé, puisque en ce moment, étant donné qu'on est dans le deleverage, dans la peur, même les secteurs qui sont censés être défensifs, on l'a vu juste avant, ne le sont pas vraiment. Donc, voilà. Et voilà, c'est ce qui se passe. Et je vais être short crypto, bien sûr. Parce que les cryptos, actuellement... Je ne peux que me répéter, mais on est très risk-off. Le marché deleverage, le marché va vers les risk-off, le marché a peur, le marché attend de voir ce qui se passe. On a un contexte macro qui pue, il n'y a pas d'autre mot. Donc, qui va acheter le plus risk-on des risk-on? Qui? Les particuliers ont de moins en moins d'argent. Ça va arriver tout doucement le narratif dans la presse, là. L'inflation, la contraction de l'économie, la récession, oulala, la guerre. Ça arrive de plus en plus et ça va arriver encore et encore. Les cryptos arrivent dans le narratif aussi et elles sont bien là, bien présentes avec ce qui se passe au niveau Parlement européen, etc. Donc les particuliers ne vont pas acheter. En tout cas, pas plus. Sauf les crypto-boys qui font de l'analyse technique et qui voient des rebonds tous les 4 matins. Les professionnels, les institutionnels, à quel moment? Le plus risk-on des risk-on, dans un schéma de deleveraging et de baisse du risque, jamais les institutionnels vont se renforcer, déjà qu'ils n'étaient pas très présents, ça commençait à aller mieux, mais c'est fini, le cycle est terminé. Donc qui va acheter les cryptos? Personne. Donc je suis complètement... Autant il y a, tu vois, on avait fait la stratégie du Q propre sur un top, on avait été pas mal. Après on s'était posé la question, on rentrerait pas, non, on va faire que du trading parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, et heureusement qu'on l'a fait. Et autant maintenant, voilà, avant, j'étais pas sur des niveaux à 100%, tu vois, de conviction. Autant maintenant, je suis pas à 100% parce qu'on ne peut pas l'être, mais je suis à un bon 80-90% de conviction sur le fait que les cryptos, c'est pas maintenant que ça va se passer, hein. Vraiment. Il peut y avoir des rebonds techniques, il peut y avoir des short squeeze, hein. On en connaît, même sur les marchés financiers, quand on voit une tech qui mange moins 60% et qui fait plus 15, plus 20 en une journée de bourse, c'est tout simplement un short squeeze. Il peut y en avoir sur les cryptos, bien sûr, mais je pense que la tendance de fond, la tendance fondamentale va rester baissière. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse sur la tendance de fond, juste rapidement. Ne nous voilons pas la face, ok? Qu'on soit investisseur long terme ou court terme. Quand je vois des gens qui me disent, ok, voilà la courbe du Bitcoin, ils la mettent sur 10 ans. Voilà la courbe du Bitcoin. Ok, sur 10 ans. Je grossis le trait, hein. Ok? Bon, il en manque, hein. Tac. Ok? Et donc là, entre là et là, il y a, je sais pas moi, moins 60. Et puis on te dit, t'inquiète, la tendance de fond est haussière. Ah oui. Ah mais si on va par là, la tendance de fond de tous les actifs du monde, elle est haussière, hein. Si je regarde les marchés financiers sur la même unité de temps, c'est haussier. Si je regarde sur 100 ans, sur 200 ans, c'est haussier, bien sûr. Si je regarde par là, si je vais par là, tout est absolument haussier. Donc, attention de ne pas se voiler la face, de ne pas dire la tendance de fond est haussière, on a mangé moins 60. Donc à moins d'avoir un horizon d'investissement sur 100 ans, sur 50 ans, ok, la tendance de fond est haussière. Mais manger un moins 60 quand on peut l'éviter, je ne comprends pas en fait. C'est-à-dire que même si je suis investi sur long terme, je peux quand même améliorer les choses, je peux quand même changer mes allocations dans le temps. On parle tout le temps et sans cesse de faire des allocations. Quand ça pue la merde sur les cryptos, je peux changer un peu mon allocation et dire ok, j'ai l'habitude de DCA sur les cryptos et admettons, prenons un investisseur parfait, il fait des cryptos, de la bourse, de l'immobilier.
J'ai l'habitude de DCA sur les cryptos en ce moment, ça pue. Je baisse un tout petit peu mon alloc. Je mettais 300 balles par mois, je mets 100. Je mettais 500 pour l'immobilier, je mets 800. Et je mettais 300 sur les marchés financiers, je mets 500. Enfin, je compense, quoi. Je joue avec mes poches. Je baisse mon alloc, tout simplement. La tendance de fond, elle reste haussière. Je continue à DCA si j'ai envie, si j'y crois. Il faut quand même, pour DCA, il faut croire à l'actif. Attention, le DCA, c'est pas magique. Le DCA ne sauve pas ta vie si le truc va à zéro. Tu peux DCA Terra Luna autant que tu veux. C'est fini. OK? Donc, attention, de pas non plus tomber dans l'extrême inverse par rapport à ça. Donc voilà, on a fait le point pour les investisseurs court terme. Les investisseurs long terme, on vient d'en parler un tout petit peu, mais je vais en parler un petit peu plus. Eux, en effet, les investisseurs long terme, ils n'ont pas grand-chose à se poser. Ils ont deux choses à se poser. Un, comment je fais évoluer mon DCA? C'est bien avec le DCA de ne pas être dans l'astrophysique, ok? De continuer à le faire, éventuellement changer un peu les allocs, mais pas être dans l'astrophysique. Par contre, le DCA, il y a une règle d'or, il faut être sur des actifs solides, ok? Et c'est pas parce que j'ai choisi de DCA quelque chose il y a 2 ans et que ça s'est très bien passé, mais qu'aujourd'hui la boîte fait faillite, je reprends l'exemple de Terra, même si c'est pas, on parle pas de bourse, on parle de crypto, on s'en fout, je vais pas continuer à faire du DCA bête et méchant, je vais juste réallouer cet argent-là ailleurs, peut-être dans une boîte dans laquelle je crois, et puis voilà. Donc je dis pas de changer tous les 4 matins son DCA, surtout pas, parce que là on tombe dans l'astrophysique, je dis juste, peut-être qu'on peut mettre un peu de sel, peut-être qu'on peut bouger un tout petit peu ses allocs en fonction d'où vient le vent pour pas pisser contre le vent, tout simplement. Il y a un truc qui marche bien sur les DCA, c'est de faire des allocations sectorielles. Et plein de gens le font déjà, DCA sectoriels, avec par exemple des ETF. On l'a fait dans le portefeuille Great Bull Invest sur eToro, le lien est là avec la formation gratuite RLT. On a mis de l'énergie, du XLE, là, de l'ETF sur le secteur énergie, d'ailleurs, qui performe très bien. C'est le plus gros performeur du portefeuille, ce qui nous sauve un petit peu la perf. Et c'est tout à fait OK, tu vois. C'est juste un DCA un petit peu intelligent. Le portefeuille baisse comme le reste du marché, parce que c'est un portefeuille long terme qui suit le marché, qui est fait pour ça, qui est fait pour être sur des entreprises solides, etc., auxquelles on croit à long terme, donc forcément il baisse dans un contexte bear. Par contre, de faire un DCA un petit peu amélioré, avec un tout petit peu de sel, permet de sauver un petit peu de performance quand ça baisse, et puis d'améliorer un peu la performance quand ça monte, tout simplement. Donc faire un DCA sur des secteurs, sur des ETF sectoriels, il y en a sur absolument tous les secteurs, tous les sous-secteurs, toutes les industries. Si tu me dis en ce moment, là, maintenant, tout de suite, le secteur auquel je crois, c'est, je sais pas, le lithium, tiens. Moi, j'ai des longues en cours sur le lithium, bon, qui sont plus en trading, mais bref, on s'en fout, c'est un exemple, ok? Te formalise pas. Si tu me dis le secteur auquel je crois, c'est le lithium, et bien qu'est-ce qui t'empêche de prendre un ETF et de DCA un petit peu dans ton long terme cet ETF sur le lithium, tranquillement? Ce qui fait que tu es exposé à plein d'entreprises, tu diminues ton risque, et tu es un petit peu concentré sur un secteur. Et puis tu vas pas faire ça que avec le lithium, parce que ça serait bête, mais tu vas faire ça avec 3, 4, 5 secteurs auxquels tu crois en ce moment. Et puis quand le vent tourne un petit peu, bah, tu peux changer un petit peu cette allocation sectorielle, tout simplement. Donc, tu es en train de mettre une composante moyen terme dans ton long terme. Certaines personnes vont détester ça, ne le feront pas, feront un pur long terme, horizon de temps, 20 ans, et c'est tout à fait OK, mais il faut se poser la question de ton horizon de temps, tout simplement. Si tu veux mettre un petit peu de moyen terme dans ton long terme, et tu ramènes un petit peu ton horizon de temps vers toi, tu es plus à 5-10 ans, et puis le trading, ça reste le trading. Ok, donc rien n'est figé vraiment sur les marchés, il faut quand même comprendre ça. Donc, pour les longs termes, on a parlé, pour les courts termes, on a parlé. Maintenant, qu'est-ce que le marché cherche en ce moment? Le marché cherche 2 choses principales. 1, il cherche des boîtes peu endettées. Très clairement. Les dettes en ce moment sont capitales dans le stock picking sur les marchés, et notamment des grosses mains. Ils cherchent des boîtes peu endettées, ils cherchent des boîtes rentables. C'est fini le moment où on achetait des techs parce qu'elles sont rentables dans 5 ans, elles viennent de faire une levée de fonds à 300 millions, elles sont méga hype, et on s'en fout, elles font de la base client. C'est fini. On veut de la rentabilité, on veut de la rentabilité qui augmente, on veut de la croissance, on ne veut pas ou peu de dettes. On ne veut pas des dettes débiles de 4-5 fois la valo, de 6-10 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois l'EBITDA, suivant les secteurs. On ne veut plus ça. On veut peu de dettes. On veut des dividendes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il est difficile de trouver de la perf en ce moment. Donc, le marché tourne un petit peu, rotationne vers les dividendes. Donc, on veut des dividendes, on veut peu de dettes et on fait attention au stock. Attention, il n'y a pas de recette magique. Ce que je dis là, c'est pas un truc qui... Ça se trouve, dans 6 mois, le marché a changé son focus. C'est le focus actuel. Actuellement, on vise peu de dettes, des dividendes, et des stocks bien gérés, avec des marges forcément qui fonctionnent bien. Et on fait aussi très attention aux marges.
les analystes en ce moment, ils sont sur ces 4 points massifs. Donc quand je veux être long, et je pense notamment aux gens qui font du trading, du position trading, c'est bien de faire attention à ces points-là. What's next? Et puis après on se quitte. Next, 2 grandes échéances qu'on va suivre ensemble, c'est aujourd'hui. Donc today, on a projection du PIB, GDP aux États-Unis qui va être un petit peu capital, non pas parce que c'est leading, on s'en fout, c'est passé, c'est le GDP, il y a toujours un retard, mais si même avec ce retard, on est sur des chiffres pas top, ça pue un peu pour le futur, parce qu'on voit qu'avec le retard, admettons qu'il y ait des chiffres pas top, plus ça se traduit dans les bilans d'entreprise en ce moment, plus les leading indicators sont pas top, donc quand on fait le point, le passé est pas top, le présent est pas top, le futur est pas top, oulala, c'est pas top. Donc on va suivre ça, et on a également le 10 juin, le CPI, donc la lecture de l'inflation aux États-Unis, et ce qu'on va suivre également, c'est pas le chiffre, c'est à quel point il est différent du consensus actuel, et à quel point le rate of change, comme d'habitude, est-ce que ça change très vite dans un sens ou dans l'autre. Voilà la team, j'espère que tu y vois plus clair, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses, tu peux me poser des questions dans les commentaires, ce qui m'aide à préparer les prochaines vidéos et à adapter le niveau de tout ça. Vraiment, je pense, et je suis conscient, convaincu, certain, que c'est chiant. Ça a l'air chiant parce qu'on préfère le fantasme du trader avec les traits magiques, les 28 écrans en train de faire des analyses de malade, mais c'est pas ça l'investissement. L'investissement, c'est tout ce qu'on vient de faire là, c'est de se poser les bonnes questions au bon moment et aller juste faire en sorte d'aller si possible dans le sens du vent. Et si possible au bon moment. Mais on ne sera jamais bon timing, machin, il faut juste le vent souffle par là, j'essaie d'aller entre par là et par là. Tu vois, il vient de là, il souffle par là, tu vois, je me mets pas complètement à l'opposé, c'est ça qu'on cherche. Déjà, si on arrive à faire ça, on est meilleur que beaucoup de gens, je te le garantis. Pète la gueule du pouce bleu, place le petit mot, commentaire de référencement. Les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites encore là? Alors regardez toutes ces vidéos, vous n'êtes pas abonné. C'est rien, c'est un petit clic, ça fait plaisir. Si tu actives la cloche en plus, tu as les notifications et ça aide la chaîne. Pourquoi ça aide la chaîne? Parce qu'elle monte. Pourquoi je parle avec un accent marseillais? Je ne sais pas. L'accent du Sud est-il marseillais? Les Marseillais dans les commentaires? Je ne sais pas. C'est de la merde mon accent. L'avenir c'est nous. Ciao!